L'Espagne regarde l'islam gagner un nouveau tremblement de terre géopolitique sous la surface. Permettez-moi de vous ramener à un mardi calme de la fin mai, le 21 mai 2024, pour être exact. Le gouvernement Six, dans une démarche à peine remarquée sur les radars internationaux, a annoncé la création d'un nouveau forum consultatif, le Foro de Diálogo Islam-España. À première vue, cela ressemble à un simple geste bureaucratique de plus, le genre de choses que font les gouvernements pour signaler leur inclusivité. Un forum de dialogue entre les autorités siches et les communautés musulmanes. Rien à voir ici, non? Mais voici le problème, j'ai passé les 2 dernières décennies à étudier l'intersection de la religion, de la migration et du pouvoir de l'État en Europe, et je peux vous dire avec une certitude absolue qu'il ne s'agit pas simplement d'une simple note politique en bas de page. Il s'agit du premier tremblement visible d'un changement géopolitique qui va remodeler la politique intérieure de l'Espagne, ses relations avec l'Afrique du Nord et même sa position au sein de l'OTAN. Et si vous ne prêtez attention qu'aux communiqués de presse officiels, vous passez à côté de la véritable histoire. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le fonctionnaire ce qu'ils veulent que vous croyiez le gouvernement Six, dirigé par le Parti socialiste ouvrier du Premier ministre Pedro Sánchez en coalition avec le parti d'extrême gauche Sumar, a présenté ce nouveau forum comme une évolution naturelle de la politique multiculturelle espagnole. Selon la ligne officielle, l'Espagne reconnaît simplement la réalité de sa population musulmane, estimée à environ 2,5 millions, soit environ 5% du total du pays. Le gouvernement souligne l'informe annuel sur la Convivencia Intercultural 2023, qui souligne que les musulmans siches sont, dans l'ensemble, bien intégrés, avec des niveaux élevés de satisfaction en matière d'éducation et d'emploi. Le forum, disent-ils, a pour but de donner à ces communautés une voix dans l'élaboration des politiques qui les concernent: logement, éducation, droits religieux. Les médias ont largement repris ce récit. LP a publié un article décrivant le forum comme une étape historique vers l'institutionnalisation du dialogue avec l'islam en Espagne. La Vanguardia a cité un porte-parole du gouvernement qui a souligné qu'il s'agissait d'approfondir la démocratie et de prévenir la radicalisation. Même le journal conservateur EBC lui a donné un signe de tête prudent, le présentant comme une reconnaissance tardive de la société pluraliste espagnole. Les chiffres semblent soutenir la thèse du gouvernement. Une étude de Pew Research de 2023 a révélé que 78% des musulmans siches ressentent un fort sentiment d'appartenance à l'Espagne, plus élevé qu'en France ou en Allemagne. La même étude a montré que seulement 4% des musulmans siches ont exprimé leur soutien à des groupes extrémistes, un chiffre qui, bien que non nul, est inférieur à celui de nombreux autres pays européens. Le gouvernement a également souligné le taux de terrorisme djihadiste relativement faible en Espagne par rapport à la France ou à la Belgique, suggérant que son modèle d'intégration fonctionne. Mais voici le problème, ce n'est pas exactement faux. C'est juste incomplet. Et en géopolitique, ce que l'on laisse de côté est souvent plus important que ce que l'on inclut. Déconstruire ce qui se passe réellement. Commençons par les chiffres. Certes, la population musulmane d'Espagne augmente, mais pas comme la plupart des gens le pensent. Le chiffre de 2,5 millions est souvent cité, mais il inclut un nombre important de convertis, des citoyens siches qui ont embrassé l'islam, souvent pour des raisons spirituelles ou personnelles. Le nombre réel d'immigrants en provenance de pays à majorité musulmane est plus proche de 1,8 million, les groupes les plus importants venant du Maroc, d'Algérie, du Pakistan et du Sénégal. Maintenant, c'est ici que cela devient intéressant. Le Maroc, voisin méridional de l'Espagne, exerce depuis des années, discrètement mais agressivement, son influence sur la politique de Six. Rabat ne considère pas seulement l'Espagne comme un pays européen, elle la considère comme une ancienne puissance coloniale ayant des liens historiques profonds avec l'Afrique du Nord et, plus important encore, comme une porte d'entrée vers l'Europe. Le gouvernement marocain a passé des décennies à entretenir des relations avec les communautés musulmanes siches, à financer des mosquées et même à influencer les dirigeants des organisations islamiques en Espagne. Prenez la Fédération Española de Entidad Religiosa Islámica, l'une des plus grandes fédérations islamiques d'Espagne. Son président, Mounir Benjelloun, a la double nationalité siche marocaine et entretient des liens étroits avec le gouvernement marocain. En 2022,
des fuites de câbles diplomatiques ont révélé que Rabat avait fait pression sur les autorités de Siche pour qu'elles reconnaissent la Ferry comme le représentant officiel de l'islam en Espagne, une décision qui donnerait au Maroc un contrôle de facto sur la manière dont l'islam est enseigné, financé et pratiqué dans le pays. Il ne s'agit pas seulement de religion. Il s'agit de puissance douce. Le Maroc joue un long jeu et l'Espagne en est la récompense. Le nouveau Foro de Dialogo Islam Espana n'est pas seulement un forum, c'est une plateforme. Et le Maroc se positionne déjà pour le dominer. Mais il n'y a pas que le Maroc. Parlons du véritable éléphant de Turquie. Au cours des 5 dernières années, la Diyanet turque, la direction des affaires religieuses du pays, a étendu de manière agressive sa présence en Espagne. Le Diyanet, qui est directement contrôlé par le gouvernement turc, a ouvert des dizaines de mosquées et de centres culturels à travers l'Espagne, souvent avec peu de contrôle de la part des autorités de Siche. En 2021, un rapport de l'Institut Royal Elcano avertissait que la Turquie utilisait ses institutions pour promouvoir une version de l'islam, politiquement alignée sur les intérêts d'Ankara, notamment en soutenant le régime de plus en plus autoritaire du président Recep Tayyip Erdogan. Voici que le gouvernement Siche le sait. Des documents internes du ministère de l'Intérieur, obtenus par des journalistes d'investigation, montrent que les services de renseignement de Siche surveillent les activités du Diyanet depuis des années. Mais au lieu de sévir, le gouvernement s'est engagé à leur côté. Pourquoi ? Parce que l'Espagne est prise entre deux feux, l'influence croissante du Maroc et les ambitions de la Turquie, et elle essaie de jouer sur les deux tableaux. Et puis il y a le Qatar. Le petit État du Golfe investit depuis plus d'une décennie dans les communautés musulmanes d'Espagne. En 2018, le Qatar a promis 10 millions d'euros pour financer l'éducation islamique en Espagne, y compris la construction de nouvelles mosquées. L'argent était assorti de conditions, les mosquées devaient promouvoir une version de l'islam, modérée, mais également politiquement alignée sur les intérêts de Doha. C'est le même Qatar qui finance Al Jazeera, le même Qatar qui a été accusé de soutenir des groupes islamistes à travers le Moyen-Orient. Ainsi, lorsque le gouvernement Siche affirme que ce nouveau forum porte sur le « dialogue » et l'intégration, ce qu'il dit en réalité, c'est que nous essayons de gérer sur notre propre sol une guerre par procuration à 3 entre le Maroc, la Turquie et le Qatar. Et ce n'est même pas la partie la plus dangereuse. L'Espagne géopolitique excédée, champ de bataille pour la concurrence des grandes puissances. Permettez-moi de mettre cela en perspective. L'Espagne n'est pas seulement un pays, c'est une ligne de fracture géopolitique. Elle se situe au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et de l'Atlantique. Il contrôle le détroit de Gibraltar, l'un des points d'étranglement les plus stratégiques au monde. Elle entretient des liens historiques profonds avec l'Amérique latine, ce qui en fait un acteur clé dans l'hémisphère occidental. Et maintenant, alors que l'islam gagne en influence institutionnalisée, il devient un champ de bataille dans la lutte plus large entre les États-Unis, la Russie et la Chine pour la domination mondiale. Commençons par les États-Unis. Washington considère depuis longtemps l'Espagne comme un allié essentiel de l'OTAN, mais ces dernières années, cette relation est devenue plus compliquée. Les États-Unis ont poussé l'Espagne à adopter une ligne plus dure face aux ambitions territoriales du Maroc au Sahara occidental, un conflit que Rabat a remporté, en partie grâce à la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur la région sous l'administration Trump. Mais voilà, le Maroc est également un partenaire clé des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel. Les États-Unis sont donc coincés. Ils ont besoin du Maroc pour combattre les djihadistes en Afrique, mais ils ont également besoin de l'Espagne pour maintenir la cohésion de l'OTAN en Europe. Maintenant, entrer dans l'islam en Espagne. Les États-Unis a discrètement encouragé l'Espagne à gérer ces communautés musulmanes de manière à prévenir la radicalisation mais aussi à ne pas aliéner le Maroc. Le problème ? Le Maroc veut exercer une influence sur les musulmans siches, et les États-Unis ne peuvent pas se permettre de riposter trop fort sans risquer leurs partenariats antiterroristes. Et puis il y a la Russie. Moscou joue un rôle de longue date en Méditerranée, et l'Espagne est une pièce clé de ce puzzle. La Russie entretient des relations avec les partis de gauche et d'extrême droite en Espagne, tous deux critiques à l'égard de l'influence de l'OTAN et des États-Unis. Mais c'est là que cela mène. La Russie soutient également indirectement des groupes islamistes en Europe dans le but de déstabiliser les sociétés occidentales. En 2020,
Un rapport du Conseil européen des relations étrangères a révélé que les médias d'État russes avaient amplifié le sentiment anti-musulman en Espagne, non pas parce que Moscou se soucie de l'islam, mais parce qu'il veut polariser la société chiche. Plus l'Espagne est divisée sur l'islam, plus elle s'affaiblit en tant qu'allié de l'OTAN. Et plus le Maroc et la Turquie gagnent d'influence sur les musulmans siches, plus la Russie dispose de moyens pour exploiter ces divisions. Et enfin, la Chine. Pékin ne se soucie pas de l'islam en Espagne, du moins pas directement. Mais elle se soucie du rôle de l'Espagne dans l'initiative, la ceinture et la route. L'Espagne est une plaque tournante essentielle pour les investissements chinois en Europe, notamment dans les infrastructures et la technologie. Le gouvernement chinois a discrètement fait pression sur l'Espagne pour qu'elle adopte une position plus neutre, sur des questions comme Taïwan et le Xinjiang, où le traitement réservé par Pékin aux musulmans ouïghours a suscité une condamnation internationale. Si les communautés musulmanes d'Espagne s'organisent politiquement davantage, elles pourraient devenir un point de pression intérieure pour Pékin. Imaginez si les dirigeants musulmans siches commençaient à critiquer publiquement le traitement réservé aux Ouïghours par la Chine. Cela met Madrid dans une position délicate, est-elle du côté de ses citoyens musulmans ou de son partenaire économique Pékin ? L'Espagne ne s'occupe pas seulement d'une question de politique intérieure. Il est pris dans un jeu d'échecs en 3 dimensions entre les États-Unis, la Russie et la Chine, le Maroc, la Turquie et le Qatar se disputant leur influence. Militaire et stratégique. Les risques invisibles. Parlons maintenant de l'aspect militaire, car c'est là que les choses deviennent vraiment dangereuses. L'armée espagnole est l'une des plus compétentes d'Europe. Elle dispose d'une marine puissante, d'une armée bien entraînée et d'une position stratégique qui la rend indispensable à l'OTAN. Mais si l'islam devient une question politisée en Espagne, cela pourrait saper la cohésion militaire du pays. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2021, l'armée de Siche a été secouée par un scandale lorsqu'il a été révélé qu'un groupe de soldats avait formé un groupe WhatsApp où ils partageaient des mèmes anti-musulmans et anti-immigrés. L'incident a été considéré comme l'œuvre de quelques pommes pourries, mais il a révélé que l'armée de Siche, comme de nombreuses armées européennes, n'est pas à l'abri des mêmes divisions sociales qui déchirent la société civile. Maintenant, imaginez si ces divisions s'aggravent. Imaginez si une partie importante de la population musulmane espagnole commençait à considérer l'armée comme une institution qui lui est hostile. C'est une recette pour l'instabilité interne et dans un pays ayant l'importance stratégique de l'Espagne, cela constitue une menace pour la sécurité nationale. Mais c'est encore pire. Parlons de Ceuta et Melilla. Ces 2 enclaves de Siche en Afrique du Nord sont le point de départ des ambitions territoriales du Maroc. Rabat fait pression sur l'Espagne depuis des décennies pour qu'elle cède le contrôle de ces villes. Ces dernières années, elle a utilisé la migration comme une arme. En 2021, le Maroc a délibérément autorisé des milliers de migrants à prendre d'assaut la frontière vers Ceuta, submergeant ainsi les défenses de Siche. Il s'agissait d'une tactique de guerre hybride utilisant la migration comme outil de coercition. C'est ici que l'islam entre en jeu. Si le Maroc acquiert davantage d'influence sur les communautés musulmanes siches, il pourrait les utiliser comme une 5e colonne, un point de pression intérieure pour forcer l'Espagne à faire des concessions sur Ceuta et Melilla. Et si l'Espagne résistait ? Le Maroc pourrait dégénérer, soit par davantage de crises migratoires, soit même par une guerre économique. Ce n'est pas hypothétique. Cela se produit déjà. En 2022, le Maroc a rappelé temporairement son ambassadeur de Madrid après que l'Espagne a autorisé Brahim Ghali, le chef du Front Polisario, à recevoir des soins médicaux en Espagne. Cette décision constituait un défi direct à la souveraineté de l'Espagne et cela a fonctionné. L'Espagne a finalement fait marche arrière, publiant une déclaration soutenant le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental. C'est la nouvelle Espagne qui n'est pas maître de son propre destin. Elle est tirée dans de multiples directions par des acteurs externes, et l'islam est le levier qu'ils utilisent pour y parvenir. La politique intérieure. Pourquoi il s'agit de plus que de religion? Parlons maintenant de la politique de Siche, car c'est là que se déroule le véritable drame. Le gouvernement de Pedro Sánchez est désespéré. Sa coalition avec Sumar est fragile et sa popularité est au plus bas. La droite siche dirigée par le Partido Popular conservateur et le parti d'extrême droite Vox l'a martelé sur l'immigration, la sécurité et l'identité nationale. Et l'islam est le parfait sujet de discorde.
Voici comment la droite accuse Sánchez de « se rendre » à l'influence islamiste. Il considère le nouveau forum comme la preuve qu'il « importe » des conflits étrangers en Espagne. Ils préviennent que l'Espagne est en train de devenir une « Eurabie », un terme popularisé par les militants d'extrême droite pour décrire la prétendue islamisation de l'Europe. Et ça marche. Lors des élections générales de 2023, Vox est devenu le troisième parti en importance en Espagne, en grande partie grâce à sa rhétorique anti-immigration et anti-islam. Le PP, quant à lui, s'est orienté davantage vers la droite, adoptant certains arguments de Vox pour tenter de reconquérir les électeurs. Mais voici que le discours de la droite n'est pas entièrement faux. Il existe des inquiétudes légitimes quant à l'influence étrangère sur le sikh-islam. Le problème est que la solution de la droite réprimer les musulmans, interdire le hijab, restreindre l'immigration n'est pas une solution. C'est une recette pour un désastre. Parce que voilà, l'Espagne a besoin de sa population musulmane. Il a besoin qu'ils soient intégrés et non aliénés. Il faut qu'ils soient loyaux envers l'Espagne, et non envers le Maroc ou la Turquie. Et la seule manière d'y parvenir est de recourir à l'engagement institutionnel, ce qui est exactement ce que le nouveau forum est censé être. Mais la droite ne veut pas d'engagement. Il veut la confrontation. Et c'est là le véritable danger. Car si la classe politique espagnole ne parvient pas à s'entendre sur la manière de gérer l'islam, le pays se fracturera. Et une Espagne fracturée est une Espagne faible, une Espagne qui ne peut pas défendre ses intérêts, une Espagne qui ne peut pas résister aux pressions extérieures, une Espagne qui devient un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Scénario, que se passe-t-il ensuite? Alors, où cela nous mène-t-il? Permettez-moi de présenter 3 scénarios possibles, avec mes meilleures estimations de leur probabilité. Scénario 1, la voie, intégration gérée. Dans ce scénario, l'Espagne relève avec succès les défis de l'influence croissante de l'islam. Le nouveau forum devient un modèle sur la manière dont les pays européens peuvent interagir avec les communautés musulmanes sans céder le contrôle aux acteurs étrangers. Le Maroc, la Turquie et le Qatar restent à distance, et la population musulmane espagnole reste largement fidèle à l'État sikh. Cela nécessiterait un leadership fort de la part du gouvernement de Sánchez, ce qui fait défaut. Cela nécessiterait également une coopération de la droite, ce qui est peu probable étant donné le climat politique actuel. Mais si cela se produit, l'Espagne pourrait devenir un leader en Europe dans la manière de gérer le pluralisme religieux au XXIe siècle. Scénario 2, la voie de la guerre par procuration, c'est le scénario le plus probable. Dans cette version des événements, l'Espagne devient un champ de bataille pour l'influence étrangère. Le Maroc, la Turquie et le Qatar se disputent le contrôle des communautés musulmanes sikh, les utilisant comme levier pour faire avancer leur propre programme. Le gouvernement sikh essaie de jouer sur tous les fronts, mais il n'a pas la force de résister. Le résultat? Polarisation. La droite redouble de rhétorique anti-islam, la gauche tente d'apaiser les communautés musulmanes et le centre s'effondre. Le système politique espagnol se trouve dans l'impasse et sa capacité à projeter sa puissance à l'étranger s'affaiblit. La cohésion de l'OTAN en souffre et la position stratégique de l'Espagne en Méditerranée devient vulnérable. C'est le scénario dans lequel Ceuta et Melilla deviennent des zones litigieuses. Le Maroc pourrait intensifier sa pression, en utilisant la migration et la coercition économique pour forcer l'Espagne à faire des concessions. Et si l'Espagne résistait? Le risque de conflit, même s'il ne s'agit que d'une escarmouche limitée, augmente. Scénario 3, le cauchemar, Eurabia. C'est le pire des cas, mais ce n'est pas impossible. Dans cette version des événements, la classe politique espagnole ne parvient pas à gérer l'influence croissante de l'islam. La rhétorique anti-islam de la droite radicalise certaines communautés musulmanes, tandis que des acteurs étrangers exploitent les divisions. La population musulmane espagnole s'aliène et une minorité, petite mais significative, se tourne vers le radicalisme. Le résultat? Terrorisme. Pas à l'échelle de la France ou de la Belgique, mais suffisamment pour déstabiliser le pays. L'armée devient politisée, certaines unités sympathisant avec la position anti-islam de la droite. Le tissu social espagnol se fracture et sa capacité à fonctionner comme un État cohérent s'effondre.
C'est le scénario dans lequel l'Espagne devient un État en faillite, non pas dans le sens de la Somalie ou du Yémen, mais dans le sens d'un pays qui ne peut plus se gouverner efficacement. Et dans un monde où les grandes puissances se disputent l'influence, une Espagne faible est une cible. Grande stratégie vue d'ensemble. Laissez-moi sortir un instant, car il ne s'agit pas seulement de l'Espagne. Il s'agit de la grande stratégie américaine ou plutôt de son absence. Au cours des 3 dernières décennies, les États-Unis ont mené une politique d'hégémonie libérale, l'idée selon laquelle l'Amérique peut et doit façonner le monde à sa propre image. Nous avons vu comment cela a fonctionné en Irak, en Afghanistan et en Libye. Tous les désastres. Tous les exemples de ce qui se passe lorsque vous essayez d'imposer votre volonté à des sociétés que vous ne comprenez pas. Et pourtant, nous y voilà à nouveau. Les États-Unis poussent l'Espagne à gérer ces communautés musulmanes d'une manière qui corresponde aux intérêts américains. Mais quels sont ces intérêts exactement? S'agit-il de lutte contre le terrorisme? Promotion de la démocratie? Contenir la Chine? Le problème est que l'establishment américain en matière de politique étrangère n'a pas vraiment réfléchi à cette question. Il fonctionne en pilote automatique, recyclant le même modèle de la guerre froide, identifier un problème, y consacrer de l'argent et espérer le meilleur. Mais l'Espagne n'est pas la Pologne de 1989. C'est un pays avec une histoire complexe, un consensus politique fragile et une population musulmane qui ne constitue pas seulement une menace sécuritaire à gérer, mais une réalité démographique qui est là pour rester. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de la dynamique interne de l'Espagne. Il s'agit d'un échiquier géopolitique plus large et de la manière dont l'Espagne s'y intègre ou non. Commençons par l'OTAN. L'Espagne est un membre essentiel de l'Alliance, hébergeant des bases américaines comme Rota, qui abrite 4 destroyers équipés d'Aegis et un nœud clé de l'architecture de défense antimissile américaine. Si l'Espagne devient instable, cette base devient un handicap. Imaginez un scénario dans lequel une attaque terroriste sur le territoire de Sich entraînerait des manifestations de masse, une réaction de droite et un gouvernement trop distrait pour respecter ses engagements envers l'OTAN. Soudain, les États-Unis doivent se démener pour trouver une alternative en Méditerranée, et la seule véritable option est le Portugal qui ne dispose pas des infrastructures nécessaires ou le Maroc, qui serait un cauchemar géopolitique compte tenu de ses tensions avec l'Algérie et de ses propres courants islamistes. Voilà qui est inconfortable, les États-Unis n'ont pas de plan B pour l'Espagne. Et c'est un problème, car l'Espagne est également une porte d'entrée vers l'Afrique du Nord, une région qui devient de plus en plus importante dans la compétition entre grandes puissances. La Chine a fait des percées au Maroc, en Algérie et en Tunisie, en investissant dans les ports, les infrastructures et les réseaux numériques. Pendant ce temps, la Russie courtise l'Algérie avec des ventes d'armes et des contrats énergétiques, faisant d'elle un allié de facto en Méditerranée. Si la classe politique espagnole est trop occupée à lutter pour l'islam pour prêter attention à ces évolutions, les États-Unis perdent un partenaire essentiel pour contrer ces influences. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La Méditerranée n'est plus un lac de l'OTAN. C'est un espace contesté, et l'Espagne est le maillon faible de la chaîne. La 6e flotte de la marine américaine, basée à Naples, s'appuie sur les ports de Sich pour sa logistique et son réapprovisionnement. Si le gouvernement espagnol devient trop instable pour garantir l'accès, les États-Unis devront s'appuyer davantage sur l'Italie et la Grèce, qui ont toutes deux leurs propres problèmes politiques. Et si les États-Unis ne peuvent pas projeter leur puissance en Méditerranée, ils ne peuvent pas dissuader la Russie en mer Noire ni contrer la présence croissante de la Chine en Afrique du Nord. Mais il ne s'agit pas uniquement de bases militaires. C'est une question d'intelligence. Le CNI espagnol, son service de renseignement, est un partenaire clé dans les opérations antiterroristes, notamment dans la traque des réseaux djihadistes en Afrique du Nord. Si les communautés musulmanes d'Espagne se radicalisent, le réseau de renseignement se tarira. Et si le gouvernement espagnol est trop distrait par les divisions internes pour se concentrer sur les menaces extérieures, les États-Unis perdent un allié essentiel dans la lutte contre le terrorisme. Parlons maintenant des implications militaires. Les forces armées espagnoles sont professionnelles et bien équipées, mais elles ne sont pas à l'abri des divisions politiques du pays. L'armée de Sich a un historique d'intervention en politique notamment lors de la tentative de coup d'État de 1980 et même s'il est peu probable que cela se produise aujourd'hui, il existe un risque que certaines unités deviennent politisées.
Imaginez un scénario dans lequel un gouvernement de droite, sous la pression de sa base, commencerait à utiliser l'armée pour réprimer les communautés musulmanes. C'est une recette pour le désastre. L'armée pourrait se fracturer selon des lignes idéologiques et la capacité de l'Espagne à se défendre ou à contribuer à l'OTAN serait compromise. Et puis il y a la question du Maroc. Les relations de l'Espagne avec son voisin du Sud sont déjà tendues, et si l'islam devient un problème plus important dans la politique de Sich, cette tension pourrait s'intensifier. Le Maroc a l'habitude d'utiliser la migration comme une arme la plus récente en 2021, lorsqu'il a autorisé des milliers de migrants à prendre d'assaut la frontière à Ceuta en représailles à la décision de l'Espagne d'autoriser un leader indépendantiste du Sahara occidental à recevoir des soins médicaux en Espagne. Si le Maroc décide d'augmenter la pression, l'armée espagnole sera à bout de souffle. L'armée Sich est petite, un peu plus de 120 000 militaires en service actif, et elle a déjà du mal à respecter ses engagements envers l'OTAN et ses territoires d'outre-mer. Si le Maroc dégénère, l'Espagne devra choisir entre défendre Ceuta et Melilla et maintenir sa présence dans les pays baltes ou en mer Noire. C'est ici que ça devient vraiment compliqué. Si l'armée espagnole est bloquée en Afrique du Nord, elle ne peut pas contribuer au flanc oriental de l'OTAN. Cela affaiblit la dissuasion de l'Alliance contre la Russie, ce qui est exactement ce que souhaite Poutine. Et si le gouvernement espagnol est trop distrait par les divisions internes pour se concentrer sur les menaces extérieures, cela devient un handicap pour l'OTAN. La crédibilité de l'Alliance dépend de la capacité de ses membres à se défendre et à contribuer à la défense collective. Si l'Espagne n'y parvient pas, le flanc sud de l'OTAN devient vulnérable. Mais le vrai problème, c'est que rien de tout cela n'est inévitable. La classe politique espagnole pourrait choisir de gérer l'influence croissante de l'islam de manière à renforcer le pays plutôt que de le déchirer. Il pourrait investir dans l'intégration, les programmes de lutte contre la radicalisation et le développement économique dans les zones à majorité musulmane. Il pourrait travailler avec le Maroc et l'Algérie pour stabiliser l'Afrique du Nord, plutôt que de les traiter en adversaires. Il pourrait reconnaître que l'islam n'est pas un monolithe et que la plupart des musulmans siches souhaitent, comme tout le monde, un pays stable et prospère où ils peuvent élever leur famille en paix. Le problème est que la classe politique espagnole est trop occupée à jouer à des jeux à court terme pour penser stratégiquement. La gauche a trop peur de s'aliéner sa base pour s'attaquer aux questions difficiles de l'intégration. La droite est trop occupée à attiser la peur pour proposer de vraies solutions. Et les États-Unis sont trop concentrés sur leur propre division intérieure pour assurer un leadership significatif. Alors, où cela nous mène-t-il ? Avec une Espagne somnambule dans la crise et des États-Unis trop distraits pour faire quoi que ce soit. Et dans un monde où les grandes puissances se disputent l'influence, c'est la recette du désastre. Parce qu'une Espagne faible n'est pas seulement un problème pour l'Espagne. C'est un problème pour l'OTAN, pour la Méditerranée et pour l'équilibre des pouvoirs mondiaux. Et si nous n'y prenons pas garde, c'est un problème qui pourrait revenir nous hanter tous. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que l'establishment politique espagnol traverse cette crise en somnambule depuis des années, et les conséquences sont déjà visibles si l'on sait où chercher. Prenez les élections locales de 2023 en Catalogne, où le parti d'extrême droite Vox a réalisé des progrès non pas en promettant une relance économique ou de meilleurs services publics, mais en militarisant les craintes de l'immigration islamique. Leur publicité de campagne présentait des images granuleuses de mosquées et de femmes voilées, accompagnées d'une musique menaçante, avec le slogan « Ce n'est pas notre Catalogne ». Le fait que cela ait fonctionné même dans une région où le nationalisme a été historiquement défini par la résistance à Madrid vous dit tout ce que vous devez savoir sur l'orientation politique de Sich. Mais voilà, le Vox inconfortable n'est pas le problème. C'est un symptôme. Le vrai problème est que les principaux partis espagnols ont passé la dernière décennie à externaliser le débat sur l'islam jusqu'aux extrêmes. Le Parti socialiste des travailleurs, qui a gouverné pendant une grande partie de la dernière décennie, a traité les communautés musulmanes comme un bloc électoral à courtiser plutôt que comme une circonscription à intégrer. Leur approche a été transactionnelle, promettant plus de mosquées, plus de nourriture halal dans les écoles, plus de sensibilité culturelle sans jamais poser les questions difficiles sur ce que signifie être siche au XXIe siècle. Pendant ce temps, le Parti populaire conservateur oscille entre une hostilité pure et simple et une sensibilisation tiède, selon qu'il est au gouvernement ou dans l'opposition.
Aucune des deux parties n'a une vision cohérente de la manière dont l'islam s'intègre dans l'identité nationale espagnole, car aucune des deux parties ne veut admettre que le vieux récit l'Espagne en tant que nation catholique avec un passé musulman n'est plus valable. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La population musulmane d'Espagne ne se contente pas de croître, c'est une diversification. La première vague d'immigration dans les années 1990 et au début des années 2000 était principalement composée de travailleurs marocains, dont beaucoup étaient des migrants économiques peu intéressés par la politique. Mais les deuxième et troisième générations sont différentes. Ils sont nés à Sich, ont été éduqués à Sich et s'affirment de plus en plus quant à leur place dans la société. Certains sont laïcs, certains sont pieux, certains sont radicalisés, mais tous se demandent la même chose, quelle est ma place ? Et lorsque la classe politique ne peut pas répondre à cette question, le vide est comblé par d'autres, qu'il s'agisse de prédicateurs salafistes à Ceuta, de recruteurs djihadistes en ligne ou de démagogues d'extrême droite à Madrid. Le scénario le plus dangereux n'est pas que l'Espagne devienne un pays à majorité musulmane. Cela n'arrivera pas de sitôt, la population musulmane ne représente encore qu'environ 4% du total, et même avec des taux de natalité plus élevés, il faudrait des décennies pour atteindre les niveaux de la France ou de la Belgique. Le véritable risque est que l'Espagne devienne un pays où les musulmans sont en permanence considérés comme des étrangers, où l'intégration échoue et où le système politique se divise selon des critères religieux. Nous avons déjà vu ce film en Bosnie dans les années 1990, au Liban dans les années 1970, et même dans l'histoire de l'Espagne pendant la Reconquista. Lorsque l'identité devient un jeu à somme nulle, le résultat n'est jamais joli. Parlons maintenant des dimensions politiques intérieures. Le gouvernement actuel, une coalition fragile entre le PSOE et le parti d'extrême gauche Podemos, n'est pas en mesure d'aborder ce problème de front. Podemos, malgré toute sa rhétorique progressiste, a un angle mort lorsqu'il s'agit de l'islam. Il considère les communautés musulmanes comme des alliés naturels dans leur croisade anti-establishment, ce qui signifie qu'ils sont réticents à critiquer quoi que ce soit de la ségrégation sexuelle dans les mosquées à la propagation d'une idéologie radicale dans les prisons de peur de s'aliéner leur base. Pendant ce temps, le PSOE est trop occupé à essayer de maintenir la coalition ensemble pour risquer un combat sur quelque chose d'aussi explosif que l'identité nationale. Le résultat est une politique d'évitement. Lorsque le gouvernement agit, c'est généralement en réponse à une crise comme lors des attentats de Barcelone en 2017, lorsqu'ils se sont empressés de faire adopter une loi antiterroriste qui a fait plus pour aliéner les communautés musulmanes que pour les protéger. L'opposition n'est guère meilleure. Le PP, dirigé par Alberto Núñez Feijóo, a tenté de se positionner comme le parti de la loi et de l'ordre, mais son approche est réactive plutôt que stratégique. Ils réclameront plus de police dans les quartiers musulmans ou des contrôles plus stricts de l'immigration, mais ils ne s'attaqueront pas aux problèmes sous-jacents, comme le fait que le système éducatif espagnol ne parvient pas à intégrer les jeunes musulmans ou que le marché du travail leur est défavorable. Et puis il y a Vox, qui a fait de l'islamophobie une marque politique. Leur chef, Santiago Abascal, a comparé l'islam au nazisme et a appelé à l'interdiction de l'abattage halal. Ce n'est pas seulement de la rhétorique, c'est une stratégie délibérée visant à polariser l'électorat et à forcer le PP à se déplacer davantage vers la droite. Et ça marche. Lors des élections générales de 2023, le PP a reconquis une partie de ses électeurs perdus en adoptant les arguments de Vox sur l'immigration et l'identité nationale. C'est ici que les projections de scénarios deviennent vraiment sombres. Si cette tendance se poursuit, l'Espagne pourrait envisager un avenir où sa politique serait définie par une gauche à trois, qui refuserait de relever les défis de l'intégration, le centre-droit, qui tente de chevaucher la frontière entre pragmatisme et populisme, et l'extrême droite, qui attise ouvertement la division. C'est une recette pour la paralysie. Et dans un pays où la confiance dans les institutions est déjà au plus bas historique, la paralysie est la dernière chose dont l'Espagne a besoin. Mais il existe une autre possibilité, moins probable mais pas impossible. Et si la classe politique espagnole se réveillait enfin et réalisait que le statu quo n'est pas durable ? Et s'il décidait que la seule façon d'éviter un effondrement à la bosniaque est d'anticiper le problème ? Cela nécessiterait des choix difficiles. Cela reviendrait à admettre que le modèle espagnol de multiculturalisme a échoué, non pas parce que les musulmans sont incapables de s'intégrer, mais parce que l'État n'a jamais vraiment essayé.
Cela signifierait investir dans les écoles des quartiers à majorité musulmane, réprimer les prédicateurs radicaux et imposer la laïcité dans les institutions publiques. Cela signifierait travailler avec le Maroc et l'Algérie pour stabiliser l'Afrique du Nord, plutôt que de les traiter comme des sources d'instabilité. Et cela signifierait avoir une conversation honnête sur ce que signifie être siche dans un pays où l'Église catholique ne détient plus le monopole culturel qu'elle avait autrefois. Le problème est qu'aucun des grands partis espagnols n'a le courage de le faire. La gauche a trop peur d'être qualifiée d'islamophobe. La droite a trop peur d'être qualifiée de raciste. Et l'extrême droite est trop occupée à profiter du chaos. Nous nous retrouvons donc avec un pays qui dérive vers une crise, sans personne aux commandes. Laissez-moi être, l'Espagne n'est pas au bord de la guerre civile. Mais il est au bord de quelque chose de presque aussi dangereux, une lente érosion de la cohésion sociale, où le système politique devient tellement polarisé qu'il ne peut plus fonctionner. Et dans un monde où les grandes puissances testent les limites de l'unité occidentale, il s'agit là d'une vulnérabilité que les adversaires de l'Espagne ne seront que ravis d'exploiter. La Russie a déjà montré son intérêt pour une ingérence dans la politique de Sich, en utilisant la désinformation et des mandataires d'extrême droite pour attiser la division. La Chine étend son influence en Afrique du Nord, ce qui pourrait lui donner un levier sur les flux énergétiques et migratoires espagnols. Et puis il y a les États-Unis, qui ont historiquement considéré l'Espagne comme un partenaire mineur au sein de l'OTAN, mais qui sont désormais trop distraits par leurs propres problèmes pour y prêter beaucoup d'attention. La question est de savoir si la classe politique espagnole agira avant qu'il ne soit trop tard. L'histoire suggère que non. Mais l'histoire suggère également que les pays voient rarement le précipice jusqu'à ce qu'il soit déjà en train de tomber. L'Espagne a encore le temps de changer de cap, la question est de savoir si elle dispose du leadership nécessaire pour le faire. Et à l'heure actuelle, la réponse à cette question semble de plus en plus sombre. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la situation difficile de l'Espagne n'est pas seulement un problème intérieur, c'est un microcosme de la paralysie stratégique plus large de l'Europe. Le continent est pris entre deux visions concurrentes, l'une où il intègre ses communautés musulmanes en tant que citoyens à part entière, et l'autre où il se replie sur un nationalisme défensif. L'Espagne, avec ses liens historiques profonds avec l'Afrique du Nord et son statut de porte d'entrée vers l'Europe, est le laboratoire idéal pour cette expérience. Et jusqu'à présent, les résultats ne sont pas encourageants. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières de Sich. La capacité de l'Europe à gérer ses populations musulmanes est un test de sa résilience à une époque de compétition entre grandes puissances. Si l'Espagne échoue, ce ne sera pas seulement un problème de Sich, ce sera un problème européen. Les politiques migratoires de l'UE, sa sécurité énergétique, voire sa capacité à projeter sa puissance en Méditerranée, dépendent toutes de la stabilité de pays comme l'Espagne. Et pourtant, Bruxelles reste visiblement silencieuse sur cette question. La Commission européenne publie des rapports sur l'islamophobie et l'intégration, mais lorsqu'il s'agit de politiques concrètes, elle s'en remet aux gouvernements nationaux. C'est une erreur. Parce que si la classe politique espagnole est trop timide pour agir, alors l'UE doit intervenir non pas par une intervention brutale, mais avec un cadre clair sur la manière dont les États membres devraient gérer le pluralisme religieux au XXIe siècle. Voilà pourquoi les dirigeants espagnols sont coincés dans un état d'esprit du XXe siècle. Ils considèrent toujours l'islam comme quelque chose d'extérieur, un problème à gérer à la frontière plutôt qu'une réalité à intégrer dans le tissu social. Mais les données racontent une autre histoire. Selon le Pew Research Center, la population musulmane d'Espagne devrait passer de 2,6 millions en 2016 à près de 6 millions d'ici 2050. Il ne s'agit pas d'un phénomène temporaire, mais d'un changement démographique. Et pourtant, le discours politique espagnol traite la situation comme s'il s'agissait d'une tempête passagère. La droite parle de déportation et de murs frontaliers. La gauche parle de tolérance et de multiculturalisme, mais sans aucun plan concret sur la manière de faire en sorte que cela fonctionne dans la pratique. Aucune des deux parties n'est prête à affronter le dur. Que signifie être siche dans un pays où une partie importante de la population a des racines en Afrique du Nord ? Comment concilier laïcité et liberté religieuse alors que l'Église catholique jouit encore de privilèges que les autres confessions n'ont pas ? Et comment prévenir la radicalisation sans s'aliéner la grande majorité des musulmans qui souhaitent simplement vivre leur vie en paix ? La réponse, je crois,
réside dans une grande stratégie que l'Espagne n'a jamais vraiment tentée. Cela nécessiterait 3 premiers investissements, un investissement sérieux dans l'éducation et les services sociaux dans les quartiers à majorité musulmane. L'Espagne consacre moins de 4% de son PIB à l'éducation, l'un des taux les plus bas de l'UE. Ce n'est pas seulement un échec moral, c'est un échec stratégique. Deuxièmement, cela nécessiterait une remise à zéro des relations avec le Maroc et l'Algérie. La politique nord-africaine de l'Espagne est réactive depuis des décennies, oscillant entre la crise migratoire et le désespoir en matière d'approvisionnement énergétique. Mais ces pays ne sont pas seulement des sources d'instabilité, ce sont aussi des partenaires potentiels. Le Maroc, par exemple, a été un allié clé dans les efforts de lutte contre le terrorisme, mais les relations de l'Espagne avec Rabat sont constamment minées par de petits différends sur le Sahara occidental. L'Algérie, quant à elle, est un fournisseur essentiel de gaz, mais le pivotement de l'Espagne vers l'Algérie après la guerre en Ukraine l'a rendu vulnérable aux pressions d'Alger. Une politique cohérente en Afrique du Nord traiterait ces pays sur un pied d'égalité et non comme des problèmes à gérer. Troisièmement, et c'est le point le plus controversé, l'Espagne doit repenser son approche de la laïcité. La Constitution du pays de 1978 garantit la liberté religieuse, mais dans la pratique, l'Église catholique bénéficie toujours d'un statut privilégié. Ce n'est pas tenable dans un pays où l'islam est la deuxième religion en importance. L'Espagne n'a pas besoin d'abandonner ses traditions laïques, mais elle doit les moderniser. Cela signifie imposer plus rigoureusement la séparation de l'Église et de l'État, mais aussi reconnaître que la religion fait partie de la vie publique. Le modèle français de laïcité est souvent cité en exemple, mais il ne convient pas parfaitement à l'Espagne. L'approche française est ancrée dans un conflit vieux de plusieurs siècles entre l'État et l'Église catholique, tandis que la relation de l'Espagne avec la religion est plus fluide. Ce dont l'Espagne a besoin, c'est d'une laïcité typiquement siche, qui reconnaît l'héritage catholique du pays tout en faisant de la place aux autres confessions. Maintenant, j'entends déjà les objections. La droite dira que c'est une capitulation face à l'islam. La gauche dira que c'est une attaque contre le multiculturalisme. L'extrême droite dira que c'est la preuve que les élites trahissent le pays. Mais voici qu'aucune de ces alternatives n'est durable. L'approche de la droite l'Espagne forteresse est un fantasme. On ne peut pas construire un mur assez haut pour empêcher les changements démographiques et culturels qui se produisent déjà. L'approche de la gauche les vœux pieux est également erronée. La tolérance sans intégration n'est qu'une ségrégation sous un autre nom. Et l'approche de l'extrême droite l'exploitation de la peur mène au désastre. Nous avons vu ce qui se produit lorsque les pays permettent au mouvement d'extrême droite de dicter les termes du débat. Regardez la Hongrie, où Viktor Orban a fait de la rhétorique anti-musulmane la pierre angulaire de son État antilibéral. Regardez la France, où le Rassemblement national de Marine Le Pen a généralisé l'islamophobie. L'Espagne n'échappe pas à cette tendance. En fait, cela se produit déjà. Vox, le parti d'extrême droite, est passé du statut de mouvement marginal au 3e parti parlementaire en moins d'une décennie. Et sa montée en puissance a été alimentée, en partie, par la peur de l'islam. Alors quelle est l'alternative ? Je pense que l'Espagne doit s'inspirer de sa propre histoire. Le pays a une longue tradition de convivencia à la coexistence de chrétiens, de musulmans et de juifs au cours de la période médiévale. C'est certes une idée romancée, mais ce n'est pas entièrement un mythe. Pendant des siècles, l'Espagne a été un lieu où différentes cultures et religions interagissaient, parfois pacifiquement, parfois non. Le fait est que l'Espagne est déjà venue ici. Il sait naviguer dans le pluralisme religieux. Il suffit de s'en souvenir. Mais voici que l'Espagne ne peut pas y parvenir seule. Elle a besoin de l'aide de ses partenaires européens et d'une évaluation lucide des enjeux géopolitiques. Les États-Unis, malgré tous leurs défauts, pourraient jouer un rôle à cet égard. Washington a tout intérêt à ce que l'Espagne soit stable, non seulement en tant qu'allié de l'OTAN, mais aussi en tant que rempart contre l'influence russe et chinoise en Méditerranée. L'administration Biden s'est montrée plus engagée envers l'Europe que son prédécesseur, mais il n'est toujours pas clair si elle considère l'Espagne comme une priorité. Cela doit changer. Les États-Unis devraient pousser l'Espagne à adopter une approche plus proactive en matière d'intégration, non seulement pour des raisons morales mais aussi stratégiques. Une Espagne divisée selon des critères religieux est une Espagne vulnérable aux pressions extérieures.
Et dans un monde où les grandes puissances se disputent l'influence, c'est un risque que personne ne peut se permettre. En fin de compte, le défi de l'Espagne est le défi de l'Europe. Le continent se trouve à la croisée des chemins et les choix qu'il fera dans les décennies à venir détermineront s'il restera un acteur mondial ou s'il deviendra un pays isolé. La manière dont l'Espagne traite sa population musulmane constitue un test pour la capacité de l'Europe à s'adapter à un monde en évolution. Si l'Espagne échoue, ce ne sera pas seulement une tragédie pour l'Espagne, ce sera un avertissement pour le reste de l'Europe. Et si l'Europe échoue, les conséquences se feront sentir bien au-delà de ses frontières. Je ne sais pas si les dirigeants espagnols seront à la hauteur. L'histoire suggère que non. Mais je sais que le temps presse. Les changements démographiques sont déjà en cours. Les pressions géopolitiques s'accentuent. Et l'extrême droite attend dans les coulisses, prête à exploiter le chaos. L'Espagne a encore le temps de changer de cap, mais le temps presse. Et s'il n'agit pas rapidement, il pourrait se rendre compte que l'avenir lui est déjà écrit.